Bon, et ben on est parti. Bonjour tout le monde, merci de votre présence et bienvenue pour ce nouveau webinaire, d'Isatech. Hop, bien sur la transition. Aujourd'hui, je suis accompagné de Pauline. Bonjour Simon, bonjour Bonjour tout le monde. Pauline. Merci beaucoup pour l'invitation d'aujourd'hui. Et donc, Pauline, Bonjour, je suis consultante Power Platform et Dynamics 365. OK, merci d'être avec nous. Et Simon Le Baillon, moi je suis responsable produit, mais un peu habitué sur Webikeo. Et donc, Et donc, de quoi on va parler aujourd'hui, Simon? Et ben, on va parler, Pauline, de service client et d'IA. C'est d'ailleurs la raison de ta présence aujourd'hui. Nous partager un projet en particulier sur lequel on a pu intervenir, enfin vous avez pu intervenir dernièrement, et qui montre l'intérêt d'utiliser l'intelligence artificielle générative dans le contexte du service client. Donc moi, je vais faire un propos introductif pour rappeler la pertinence, ou en tout cas les enjeux autour de l'IA générative par rapport au service client, comment on pense que l'IA générative peut aider à résoudre certaines problématiques récurrentes du service client. Et puis ensuite, on rentrera vraiment dans une approche un peu plus solution pour témoigner et pour avancer là-dessus. Let's go. Donc, pour poser le contexte autour du service client, je me suis appuyé là sur une étude de Capgemini qui est assez récente et qui insiste sur le fait que le service client, il est vraiment au cœur de la création de valeur dans les organisations. Trop souvent, malheureusement, il est encore considéré comme un centre de coût, alors qu'au contraire, c'est vraiment un levier de création de valeur. Le premier levier, c'est de pouvoir insister sur la fidélisation. Moi, je ne vais pas détailler forcément tous les chiffres, mais voilà, on a 65% des personnes interrogées qui estiment, en tant que client, recommander une marque auprès de leurs proches après une bonne expérience. Donc, en termes de fidélisation, transformer ses clients en ambassadeurs, c'est vraiment le saint Graal, et ça, c'est le service client qui permet de le faire. Générer de la valeur aussi, hein, là on a le chiffre de 60% des clients qui sont prêts à payer davantage pour un service client de meilleure qualité. Et puis, globalement, le service client reste un avantage stratégique, un élément de différenciation. Donc à nouveau, pouvoir vraiment insister là-dessus. J'ai pas rappelé tout à l'heure que vous pouvez bien évidemment poser des questions dans la fenêtre de chat, donc n'hésitez pas, on fera en sorte de les traiter au fur et à mesure, et que sur certaines slides, comme celle-ci, enfin sur certaines diapos, comme celle-ci, vous allez avoir de temps en temps, un petit point d'interrogation de couleur en haut à droite. Donc ça veut dire que Carole, qui est avec nous, va vous poser des questions, toujours dans la fenêtre de chat. Donc, je vous invite à répondre à ces questions. Ça va nous permettre d'enrichir la discussion. Donc voilà à peu près pour le pourquoi il est important vraiment d'insister sur le fait que le service client est un élément qui permet de créer de la valeur pour les organisations. Et donc, il faut le considérer ainsi. Malheureusement, là c'est toujours l'étude de Capgemini qui insiste encore là-dessus, une de plus, je dirais. Pourtant, la réalité, elle est un peu différente. Ce qu'on voit, c'est qu'on a uniquement 16% des professionnels qui interviennent dans ces métiers du service client, donc seulement 16% qui se disent entièrement satisfaits de leur rôle. Et faire en sorte qu'on ait des clients heureux quand les collaborateurs qui sont chargés de réaliser ces missions ne le sont pas, c'est compliqué, c'est même très difficile. 16%, c'est vraiment pas beaucoup. On sent que c'est difficilement un métier épanouissant. C'est la vidéo qui me fait toujours marrer. Bref. Ce qu'on a aussi, c'est on voit que pour 65% des dirigeants, ils estiment que leur service, il est sous-performant. Et malheureusement, ce qui se passe aussi, c'est qu'au lieu de réinvestir, on va plutôt essayer de grignoter de la marge sur cette activité, alors qu'il faut plutôt investir pour avoir un service client vraiment efficace. Et surtout, dernier élément,
45%, là, c'est les clients, donc les cibles, hein, qui se disent satisfaits des services clients, donc moins de la moitié des utilisateurs qui, globalement, ont une bonne image des services clients. Je pense que ça nous est tous arrivé, enfin, quand on traite avec un service client, je pense qu'on a malheureusement tous plus de mauvaises expériences que de bonnes expériences. Souvent, on a tendance à privilégier, en tout cas à plus se rappeler des mauvaises expériences que des bonnes, même si je suis certain que vous vous rappelez aussi de bonnes expériences et globalement, les bonnes expériences, elles ont quand même un effet sur la fidélisation à la marque. Donc, service client super important. La réalité, c'est que c'est quand même un peu compliqué de développer ça dans les entreprises, mais heureusement, l'IA générative va résoudre le problème. Bon, bien sûr, là, je suis un peu, voire beaucoup, ironique lorsque je dis ça parce que ce n'est pas magique. Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous suivez l'actualité, surtout autour de l'IA générative. C'est même un peu difficile en ce moment de passer à côté. Et on a vu là cet été, entre autres, encore une, parce qu'il y en a beaucoup, l'étude du MIT qui disait que 95% des projets d'IA qu'on ne parvient pas à identifier le retour sur investissement financier de 95% des projets IA développés dans les entreprises. Donc, il y a plusieurs études qui vont dans ce sens. Hein. C'est difficile, même s'il y a vraiment un plébiscite dans les organisations et dans les entreprises des projets IA, de l'IA générative, démontrer le retour sur investissement financier est encore difficile. Alors, il y a plein de raisons, mais je ne vais pas forcément m'étendre dessus. Entre autres parce que, en fait, on insiste, enfin, aujourd'hui, l'IA générative intervient principalement sur la performance individuelle et pas forcément sur la performance globale d'une entreprise, sauf cas particulier. Bref. Là, je ne vais pas m'étendre sur l'étude du MIT. Je reviens, moi, plus sur cette étude-là du BCG qui date d'octobre 2024, qui a été publiée en octobre 2024. Et elle qui, alors, n'est pas sur 5% des projets qui réussissent, mais était plus sur un quart. C'est-à-dire que là, c'était 26% des entreprises interrogées qui parviennent à démontrer, enfin vraiment à générer des revenus grâce à l'IA. Et l'élément important, c'est pas forcément ce chiffre, c'est surtout ce qu'il y a après, ce qu'on a voulu représenter là par ce rectangle-là. C'est que le point commun pour les 26% des entreprises qui parviennent à tirer des revenus grâce à l'IA sont celles qui, étonnamment, ou de façon peut-être contre-intuitive, investissent davantage dans leurs équipes et dans les processus, et pas uniquement dans l'algorithme et la techno. Et souvent, malheureusement, on a cette pensée un peu facile qui est de dire, bah, on va juste mettre en place une techno, on va juste mettre en place des algos et ça va tout résoudre. D'où l'ironie sur la diapo précédente. Une façon justement de se prémunir de ça, donc de concentrer son investissement et son intérêt dans l'équipe et les processus, c'est de partir de solutions qui existent déjà. En l'occurrence, ici, la plateforme dont on va parler, c'est la plateforme de Microsoft Dynamics 365 qui s'appelle Customer Service, qui est déjà réfléchi, pensé, développé pour traiter de bout en bout les demandes clients, donc depuis la dimension multicanalité, ce que j'ai mis ici à gauche, donc la capacité d'interagir avec différents canaux, d'intégrer toutes les règles d'acheminement, de calcul d'engagement de service, de calcul de priorisation et ainsi de suite. Donc ça, c'est la partie orange qui est au milieu. Et puis la partie bleue qui est vraiment d'aider les agents humains, les personnes en charge du service client à la résolution des problèmes de leurs clients, notamment en intégrant tout ce qui va être autour des bases de connaissances, c'est-à-dire des ressources qu'on va mettre à disposition de ces agents pour qu'ils soient en capacité d'apporter la bonne réponse à la bonne personne. Donc ça, c'est vraiment le focus sur lequel on va insister aujourd'hui, parce qu'on voit que c'est un des points. Alors, l'IA aujourd'hui, je dirais, on la retrouve dans toutes les briques, mais sur cette partie particulière du service client, c'est vraiment sur cet aspect d'aider les agents à résoudre plus rapidement et de façon plus efficace les problèmes de leurs clients qu'on va pouvoir insister et que les solutions évoluent fortement.
Donc, on va faire un focus là sur cette partie bleue, vraiment la brique résolution, et encore plus sur l'utilité de l'IA générative dans le traitement des articles de base de connaissances, en tout cas des ressources qu'on va mettre à disposition des agents. Et du coup, peut-être avant qu'on parle vraiment de la démonstration, tu peux peut-être nous expliquer comment ça se gère les connaissances. Ouais, exactement. Merci Pauline pour la transition. Avant de passer là-dessus, vous allez avoir aussi un petit questionnaire sur, enfin une question dans le sondage là. Et donc en effet, avant d'aller de but en blanc, je dirais, sur la solution technique, faisons un petit pas de côté pour s'intéresser aux connaissances. Et finalement, ça relève quoi les connaissances, hein? Là, avec l'IA générative et le fait qu'on définisse, enfin, qu'on attribue à ces algorithmes des sources de connaissances, où enfin, il y a eu un revival. Ouais, revival, désolé, je trouve pas l'équivalent français autour de ce terme, de cette notion. Mais elle n'est pas nouvelle, elle est loin d'être nouvelle, hein. Ça fait plusieurs dizaines d'années, c'est vraiment un pan de recherche entier, et ça fait plusieurs dizaines d'années que les scientifiques s'intéressent aux connaissances, et on va aussi, enfin on va d'ailleurs s'appuyer là-dessus, que ce soit dans la gestion, dans les sciences humaines et sociales, comprendre comment fonctionnent les connaissances. Je ne vais pas refaire un historique de dizaines d'années de recherche sur les connaissances, je vais juste reprendre 2 éléments. Ça, c'est un livre fondateur, je pense, dans le domaine, hein, qui a été publié en 95, si je ne dis pas de bêtises, des fameux Nonaka et Takushi, et qui explique les processus de création de connaissances dans les entreprises. Et malheureusement, lorsqu'on parle de connaissances, souvent on aborde finalement ces connaissances comme un stock, comme une bibliothèque, comme voilà, de la documentation, comme de l'information. Or, les connaissances ne sont pas un stock d'informations. Elles sont vraiment créées, elles se créent, comme on l'indique ici, au travers d'interactions permanentes et de transformations successives. Elles vont changer de format, elles vont passer, enfin, il y a une dimension sociale qui est déterminante dans la construction des connaissances. Et ça, c'est très bien documenté. Et Nonaka et Takushi, ici, ont mis en place ce processus qu'ils appellent CECI pour socialisation, externalisation, combinaison, internalisation, qui sont finalement différentes étapes qui permettent à l'être humain d'intégrer, de développer, de faire évoluer des connaissances. Donc, important de prendre en compte cette dimension dynamique des connaissances et pas simplement leur formalisation à l'écrit. Alors peut-être pour être un peu plus concret, imaginons que, je sais pas, pour mon anniversaire, j'ai reçu un livre de recettes d'Hélène Darroze et que je flash sur sa fameuse recette de la pavlova à la fraise et que je me dis, bah tiens, banco, j'ai la recette d'Hélène Darroze, j'ai les ingrédients qui vont bien, j'ai la procédure, je vais me lancer dans la pavlova à la fraise. Il y a fort à parier que le résultat ne soit pas forcément au niveau de la photo qui vient illustrer le livre. Pourquoi? Parce que au-delà de la procédure, au-delà des ingrédients, il y a un ensemble de tours de main que cette chef multi-étoilée a développé au cours de sa vie professionnelle que moi je n'ai pas pu développer tout simplement. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que ces éléments-là qui sont internes à elle, c'est des tours de main, c'est des savoir-faire, ce sont des choses qu'on va difficilement pouvoir documenter par écrit ou formalisé, c'est ce qu'on appelle ces connaissances tacites. Moi, j'ai juste, au travers des recettes, finalement, ces connaissances explicites. Alors, j'aurais pu, hein, je pourrais peut-être, pas forcément arriver au niveau d'Hélène Darroze, mais peut-être m'en rapprocher si je suivais la formation, si je m'entraînais, si je passais énormément de temps à travailler justement sur tous ces tours de main. Ça, alors, c'est applicable à beaucoup d'autres domaines, mais voilà, l'idée, c'était de trouver une illustration drôle pour présenter ça. Et donc, pour terminer sur la gestion des connaissances, il existe également, à côté des bases de connaissances, à côté des solutions techniques, des structures sociales qui permettent de gérer les connaissances, d'accompagner le fait que, bah oui, quand je lis la procédure et la recette, à côté, on va aussi m'expliquer, attends, il faut que tu fasses gaffe
à tes aliments, à la texture des crèmes, à la quantité de sucre, à la qualité du sucre, à la façon dont elle est produite, qu'on va pas retrouver dans la recette. Par contre, tous ces éléments-là, tous ces éléments, pardon, très détaillés, on peut, les acquérir au travers d'échanges avec des pairs, avec d'autres experts. Et donc, beaucoup d'entreprises ont pu développer, entre autres au moment, enfin ça a été documenté, pareil dans les années 90 avant le développement des solutions informatiques, c'est ce qu'on va appeler des communautés de pratique. Donc dans des, grandes entreprises de l'industrie, la chimie, de l'automobile, on a vu émerger, des structures sociales pour gérer ces connaissances et c'est ce qu'on appelle des communautés de pratique. Si vous voulez avancer là-dessus, il y a énormément de littérature disponible et entre autres, la référence, c'est Étienne Wenger sur ce sujet-là. Et du coup, est-ce que Webikeo, ce ne serait pas une communauté de pratique Eh ben, merci Pauline pour la transition. Webikeo en tant que tel, ça ne va pas être une communauté de pratique. Par contre, ça peut être un très bon support pour favoriser ce partage de connaissances. Vraiment, l'exercice qu'on est en train de faire, de formaliser, scénariser, raconter une histoire autour d'un projet que tu as pu réaliser et le partager avec d'autres, et ben on peut être dans cette logique de communauté de pratique. Finalement, Webikeo va être la plateforme technique qui nous permet de réaliser un partage d'expérience. Je continue ici. Alors justement, et c'est la raison de ta présence, Pauline, le projet dont on veut vous parler aujourd'hui, c'est celui qu'on a pu développer en fait dans une société industrielle de haute technologie, dans lesquelles on va retrouver des enjeux financiers importants, des normes de sécurité qui sont également exigeantes et globalement en fait une complexité des demandes pour le service client. Donc on n'est pas sur des problématiques, je sais pas, d'abonnement téléphonique ou autre, on est vraiment sur des sujets à enjeu, à très fort enjeu, et puis également de la volumétrie et donc la problématique de cette structure, c'est-à-dire comment on arrive à améliorer, à accroître la performance du service client. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que on a déjà Customer Service qui est mis en place chez ce client et Copilot également. Avant qu'on passe à la suite, je pense que Simon, tu peux nous rappeler un peu comment ça fonctionne Copilot en Customer Service. Ouais. Donc Copilot, c'est l'agent intelligent de Microsoft. Donc là, on vous a préparé une petite vidéo qui reprend finalement l'interface de Customer Service. Donc on va voir sur la gauche les demandes des clients, la demande au milieu. Et là, ce qu'on voit, c'est que sur la droite, finalement, Copilot est cet agent intelligent qui va pouvoir interpréter les demandes formulées par le client et puis surtout qui va aider l'agent humain à formuler des réponses pour résoudre à ces problématiques particulières et donc gagner du temps sur la formulation d'une réponse par mail ou autre. Merci Simon pour cette introduction sur Copilot. Et du coup, comme là, comme tu l'as bien expliqué, Copilot, il va permettre d'aider les agents à résoudre les demandes clients de façon plus efficace. Ça, ils vont pouvoir gagner en productivité. Après, comment il va les aider? En fait, il va trouver les bonnes infos dans la base de connaissances de Customer Service. Et à l'aide de ces informations-là, il va venir rédiger des réponses professionnelles et adaptées au contexte du client. Carole vous envoie un petit questionnaire. Mais donc, ça veut dire que, en fait, pourquoi il faut alimenter les bases de connaissances? Du coup, comme Copilot, il se base beaucoup sur la base de connaissances. En fait, comme on peut le voir, comme c'est illustré en fait sur cette slide, sans base de connaissances, Copilot, il n'est pas capable de nous répondre, de répondre à notre question. Donc, on n'a pas d'article de connaissances, on n'a pas de base de connaissances sur Customer Service. Copilot, il est inutile derrière, inutilisable. Derrière, dès qu'on lui fournit de la connaissance, dès qu'il a à sa disposition des articles de connaissances dans Customer Service, là, on a une réponse de Copilot et du coup, on devient plus efficace dans notre travail. Au lieu de chercher des informations, on a directement la réponse depuis le chat. Donc, c'est pour ça que Copilot, il a besoin de données, il a besoin de la base de connaissances de Customer Service. Derrière ce sujet-là, nos clients, ils ont bien compris qu'on avait besoin de connaissances. Après, eux, quand ils se posent sur leur CRM, ce qu'ils voient, c'est qu'ils ont déjà un historique de résolution d'incidents. Ils savent déjà résoudre des incidents. Ils ont des personnes spécialisées.
Par contre, ils n'ont pas documenté toute cette résolution d'incidents. Ils n'ont pas de base de connaissances. Donc, à date, même si on met en place l'IA, même si on met en place des outils comme Copilot, derrière, on n'obtiendra pas de résultats, on ne gagnera pas en productivité sans cette connaissance. Donc, les questions qu'on peut se poser, c'est comment on va permettre à Copilot d'utiliser les résolutions d'incidents par le passé, et du coup, comment on va venir transformer toutes les demandes déjà résolues en base de connaissances utilisables par Copilot. Ok. Donc, ça va vraiment être le cœur du sujet. Donc là, tu vas nous montrer comment concrètement vous avez pu traiter ces demandes-là dans des contextes clients. C'est ça. Le but, c'est de vous montrer un peu comment on a traité ce sujet-là en utilisant ou pas de l'IA. Donc, l'approche, elle va être assez simple. On va se demander comment on va venir créer des articles de connaissances. Donc, on va s'inspirer au maximum des fonctionnalités standards de Microsoft, donc qui existent déjà, et on va venir construire une base de connaissances et aller vers du sur-mesure vraiment en se basant sur le process des clients. Donc, il y a plusieurs méthodes pour créer de la connaissance, créer des articles de connaissances dans Customer Service. Première méthode, très simple, on demande à quelqu'un qui est expert du sujet de se poser 1 heure ou beaucoup de temps, beaucoup plus de temps même, et de rédiger les articles de connaissances qui seront ensuite à dispo de Copilot. Donc là, on reste vraiment dans le contrôle, c'est très précis, très détaillé, mais ce n'est pas du tout adapté si on veut traiter une base de connaissances qui est énorme, qui est de 30 000 incidents par exemple. Donc, on va s'orienter plutôt sur des fonctionnalités IA qui va nous pré-mâcher le travail, qui va nous aider à construire cette base de connaissances. Donc, première possibilité, on reste un peu dans le manuel, mais on va avoir une rédaction assistée par Copilot. Donc là, on va y venir par la suite. Copilot est capable de nous suggérer du contenu d'articles de connaissances à partir d'incidents résolus. On reste dans le manuel sur ce cas-là. Donc, c'est une aide pour aller plus vite, mais on ne résout pas le problème de traiter une grande base de données derrière. Donc, pour aller plus vers l'automatisation, on va se tourner vers des agents autonomes qui vont venir créer en arrière-plan et en automatique des articles de connaissances. Puis on va gagner du temps, on ne va pas avoir d'effort manuel tout de suite. Il y aura quand même une petite relecture derrière qui peut être importante, qui est importante. Et enfin, on va se baser sur du sur-mesure. Donc, on va le montrer pourquoi par la suite, pourquoi on a eu besoin d'aller vers du sur-mesure. Parce qu'en fait, les fonctionnalités standards, elles ont quelques défauts qu'on va venir pallier avec un process sur-mesure. Mais avant d'aller vraiment sur le sur-mesure, on va analyser le standard de Microsoft. Donc, on va revenir sur les points 1, 2 et 3. Donc, premier point, la rédaction assistée par Copilot. Donc, comment ça fonctionne? En fait, on va partir d'un incident résolu, d'une demande résolue. Sur cette demande-là, on va avoir une action manuelle. Donc, il y a un petit bouton qui s'appelle Propose New Knowledge qui est disponible sur les incidents. Donc, un humain va venir appuyer sur ce bouton-là. Ensuite, on va lui proposer un article de connaissance qui va pouvoir valider ou non, ajuster ou non. Donc, cet article, on va montrer un exemple juste après, mais il sera déjà rédigé. Une fois que j'ai validé l'article, donc ça va créer un article de connaissance dans Customer Service. Cet article, très important, il y aura toujours un process de validation de l'article pour savoir s'il est vraiment cohérent ou pas avant de le publier. Et une fois qu'il est publié, on le rend disponible comme source de connaissances à Copilot. Donc là, c'est la première méthode, c'est une rédaction assistée. Après, juste en dessous, on a mis les critères qu'avaient nos clients derrière. Donc, le client, en général, il veut du standard. Bon, là, cette fonctionnalité-là, elle est encore en preview, donc pas disponible aujourd'hui sur les environnements de production. C'est une action manuelle qui doit être faite. Donc, qui dit action manuelle, ça veut dire qu'on a une grande base de données à traiter. Ça peut être très long, ça demande beaucoup de temps. Donc, ça ne respectait pas. Nous, on voulait vraiment quelque chose d'automatisé. Derrière, on va avoir des doublons. Par exemple, j'ai 2 incidents où j'ai la même résolution. J'utilise cette fonctionnalité 2 fois. J'aurai 2 fois le même article, potentiellement. Et enfin, les 2 derniers critères, c'était que ça prend en compte uniquement des champs standards de Microsoft. Donc, dès que j'ai un petit peu de custo sur mes environnements de Customer Service, j'ai des champs que j'ai rajoutés, ça ne va pas prendre en compte ces champs-là. Donc, ce qui est un grand défaut. Et on va avoir également tout ce qui est activité dans la chronologie. Donc, tous les échanges avec le client qui peuvent se baser par mail, ils seront bien pris en compte. Les notes seront bien prises en compte. Par contre, si j'ai un portail client qui est synchronisé avec Customer Service, là, si mon client fait des commentaires portail, donc les commentaires portail remontent bien sur Customer Service, mais derrière ne sont pas utilisés avec Copilot pour proposer un article de connaissance. Donc, je perds de l'info.
Ça me permet de répondre à la question là, qui était est-ce qu'on parle d'une plateforme multicanal ou juste IA? Peut-être pour repositionner. Customer Service, donc c'est le petit logo violet que vous avez en haut de l'écran là. Là, on est sur une solution multicanal de gestion de la relation client, traitement des demandes clients. Quand on va parler de Copilot, on est sur les fonctionnalités IA qu'on va retrouver dans cette plateforme multicanal. Du coup, si on continue sur cette fonctionnalité, Laisse continuer, pardon, vas-y. Juste pour vous illustrer cette fonctionnalité, à quoi elle ressemble. Donc en fait, là, c'est juste une capture d'écran. J'ai appuyé sur le bouton de proposer un nouvel article de connaissance et j'ai cette proposition qui est faite par Copilot. Donc, juste pour vous montrer, il y a une structure qui est faite quand même par Copilot qui va nous intéresser par la suite. Donc, le fait de présenter l'article de connaissance sous forme de la problématique, la cause et des étapes de résolution pour derrière quelles étapes je dois mettre en place si je retrouve un problème similaire. On ne va pas trop s'attarder sur ces fonctionnalités-là, on va passer à la suivante. Donc, qui va être là, donc on a vu la création manuelle, donc le fait de faire un incident par incident, créer un article un à un, ça nous pose problème quand on a une grande base de données à traiter. Donc, on va se tourner vers de la création automatique avec un agent qui est dit agent autonome. Donc, c'est une IA qui tourne en arrière-plan pour créer de la connaissance. Donc là, cette fois-ci, le déclencheur, ça va être soit on va se baser sur l'historique, donc notre base de données, nos 30 000 demandes, ou alors on va le déclencher à la résolution d'un incident pour que dès qu'un incident soit résolu, on prenne en compte la nouvelle résolution et qu'on vienne mettre à jour la base de connaissances. Derrière, je peux venir mettre en place des filtres, dire que je viens me baser uniquement sur tel type d'incident pour créer de la connaissance et pas sur tous les types d'incidents. Et je peux venir définir un mappage qui est assez limité, donc savoir quel est le titre de l'incident, sa description, sur quel produit il se base, le sujet, et tout ce qui va être contenu des mails et des notes. Une fois que je me base sur mes incidents, derrière, mon agent va venir vérifier si un article de connaissance existe déjà ou pas par rapport à la résolution de mon incident. Donc là, l'agent, juste pour lui donner son petit nom, c'est Customer Knowledge Management Agent. Ensuite, une fois qu'il a vérifié si l'article existe déjà ou pas, il va venir créer un article de connaissance s'il y a besoin, ou mettre à jour un article existant. Derrière, on a toujours le process de validation de l'article, de publication de l'article. Donc là, cette fois-ci, j'ai plusieurs options. Soit je me base, comme le premier cas, uniquement sur le processus métier. Donc en fait, le processus métier, c'est j'ai une personne désignée qui va relire les articles, par exemple, et qui va venir le publier derrière. Ou alors, j'ai deux autres options. Une option très automatisée. Donc là, j'autorise la publication automatique de tous les articles créés par Copilot. Et l'option intermédiaire, ça va être ce qui s'appelle Agent Review Experience. Donc là, ça va être une petite notification que je vais avoir qui va me permettre, qui va me dire qu'un article de connaissance a été généré en arrière-plan à partir de mon incident. Et donc, je dois aller le relire et le publier. Donc, c'est plutôt sous la forme de notification. Enfin, une fois que mon article est publié, il devient disponible pour Copilot et je vais pouvoir l'utiliser derrière depuis ma fenêtre de chat et je vais pouvoir poser des questions par rapport à cet article. Donc là, pareil, si on revient sur les critères, donc c'est du standard MS, c'est une fonctionnalité prête à l'emploi de MS, donc qui est encore en preview, qui devrait arriver prochainement, on espère. Donc ça permet d'automatiser le processus et surtout d'éviter les doublons, parce qu'il y a quand même un contrôle derrière. Il ne va pas venir créer 30 000 articles de connaissances. Par contre, on est toujours limité en termes de customisation. Donc ça prend en compte uniquement des champs standards de MS. Donc j'ai le choix quand même de mapper sur des champs custo, mais je suis quand même limitée. Je dois choisir uniquement le titre, la description, le sujet. Je ne peux pas aller choisir autant de champs que je le souhaite, côté custo. Et après, pour ce qui est les activités prises en compte, donc pareil, pour l'échange avec mon client, ça prend uniquement en compte les mails. Et après, de mon côté, ça prend uniquement en compte les notes. Donc, j'ai toujours pas la possibilité de prendre en compte tout ce qui est commentaires par time, qui était un exemple important pour nous. Donc, une petite illustration, vous montrer comment ça fonctionne. Donc, cet agent, il est complètement paramétrable côté de l'administration de Customer Service. Donc, j'ai accès si je veux l'activer ou non, si je veux ajouter des filtres. Et un petit exemple à droite qui est, en fait, dès que mon article est créé en arrière-plan, j'ai quand même l'info sur mes incidents, qu'un article a été proposé à partir de mon incident et que je dois venir le relire.
Donc là, on a juste à venir cocher la bonne case pour activer cet agent sur nos environnements. C'est ça. Si je respecte bien tous les prérequis et que j'ai accès aux informations. J'ai juste à venir l'activer ou non. Donc c'est plutôt du paramétrage plutôt que vraiment du développement à mettre en place. Pas du tout du développement. Pas du tout de développement. Et justement, on a vu que ces fonctionnalités standards, elles étaient très intéressantes. On va pouvoir se baser dessus. Par contre, elles ne répondaient pas à tous nos critères. Donc c'est pour ça qu'on va devoir se tourner plutôt vers du sur-mesure. Le sur-mesure, c'est quoi? C'est une fonctionnalité qu'on a développée, nous, qui permet de répondre à nos critères et de prendre en compte le custo, le personnalisé. Par contre, on l'a développé nous de notre côté, mais on s'est beaucoup inspiré de ce qui a été fait. C'est pour ça que c'était intéressant de voir qu'est-ce qui était fait en standard. Donc, première chose, on se base, pareil que l'agent autonome, on se base sur l'historique de résolution des incidents, ou alors on le déclenche à la résolution d'un incident. Cette fois-ci, c'est personnalisé, donc j'ai le choix de tous les filtres que je souhaite. J'ai le choix également des champs qui sont pris en compte, des activités prises en compte, donc, dont les commentaires portail, les emails, les tâches, les notes. Je récupère toutes ces informations-là et je les envoie dans ce qu'on va appeler un Power Automate, qui est une automatisation, qui est un développement d'automatisation, qui va venir vérifier est-ce que j'ai un article qui existe déjà. Donc là, on a essayé de catégoriser les articles plutôt que d'utiliser encore une IA qui va checker est-ce que ça existe ou pas. On s'est basé sur un thème, essayer de regrouper par catégorie d'incidents. Si un article n'existe pas déjà et que j'ai besoin d'en créer un nouveau, je vais envoyer toutes les informations à une invite AI Builder. Donc, on va illustrer juste après, mais cette invite-là va permettre de structurer les informations et de structurer en fait sous forme d'un article de connaissance de la même structure qu'on a vu juste avant, donc problématique, cause et résolution. Une fois que cet article est créé, il va être à disposition sous forme de brouillon dans Customer Service. Et derrière, pareil, il y aura le processus métier qui viendra, donc les personnes dédiées qui viendront publier les articles de connaissance. Donc on a ajouté une notification également pour que les personnes soient informées qu'un article de connaissance a été généré. Enfin, l'article devient source de connaissances pour Copilot. Donc derrière, j'ai résolu toutes mes problématiques. J'utilise les champs personnalisés également et mes activités personnalisées. Donc là, on va s'attarder un peu plus en détail, donc un peu plus dans la démo. J'ai défini mon processus. Là, je vais définir mon invite AI Builder, donc qui va regrouper toutes les informations et écrire mon article. Donc cet invite, en fait, c'est un prompt. Ouais, c'est un peu décalé. Cet invite, ça va être sous forme d'un prompt, comme on va pouvoir faire à une IA. On va lui donner en entrée toutes les informations nécessaires. Donc, comment identifier l'incident, quelles sont les activités, la prise en compte de tous les champs qui vont être custos ou non. Et on va lui dire, rédige-moi un article de connaissance. Une fois qu'on a défini cet invite, on va automatiser le processus. Donc là, sous forme d'un Power Automate, donc qui se présente tel quel. Donc en fait, ce flow, on va récupérer les activités, donc tout ce qui va être notes, email, commentaires. On va envoyer les informations à l'invite AI Builder, donc l'étape qui est en bleu. Et ensuite, on va créer l'article de connaissance. Donc ce flow, il est déclenché dans deux cas, soit quand un incident est résolu, soit en se basant sur l'historique des incidents. Pour aller ça, c'était vraiment l'interface de développement et de création de l'agent que vous avez utilisé. Là, c'était plutôt une partie vraiment technique. Et là, justement, on va aller plutôt sur des vidéos qui seront vraiment plus concrètes pour voir comment ça fonctionne. Donc, ça va être sous forme de deux vidéos. On va voir d'abord le côté arrière-plan, l'automatisation, la création de connaissances. Et ensuite, on va vous montrer le résultat vraiment, pourquoi on a besoin de faire ça. C'est pour que Copilot fonctionne bien. Donc, on va voir le résultat derrière. Et que l'utilisateur qui est en charge de résoudre des demandes clients puisse utiliser l'IA pour l'aider dans sa tâche. C'est ça. Donc, première partie, le côté automatisation et création de la connaissance. Donc là, en fait, quand je suis sur Customer Service, je vais venir résoudre un incident. Donc, je me retrouve sur une fiche incident où je vais retrouver un certain nombre d'informations, dont des champs qui ont été personnalisés.
Je retrouve également dans la description la problématique du client, donc quel était le problème identifié. Et je retrouve dans ce qu'on appelle la chronologie, la liste de toutes les activités, tous les échanges avec le client. Donc là, mon incident, je vais venir le résoudre, ce qui va venir déclencher notre processus automatisé. Je vais donner une résolution. Voilà, donc là, c'était plutôt le côté utilisateur. Maintenant, si on regarde ce qui s'est passé côté administration, côté développement, donc là, si je regarde les exécutions de mon Power Automate, donc là, il a récupéré toutes les informations. Donc tout ce qui va être activité, donc activité, les emails, commentaires, portail. Okay. Voilà, note, commentaire, portail. Il va venir envoyer à notre invite iBuilder, qui va venir générer, grâce au prompt, le contenu de l'article de connaissance. Ensuite, il va venir créer l'article de connaissance, le relier à l'incident pour qu'on puisse le retrouver facilement et notifier l'utilisateur qu'un article de connaissance a été créé à partir de cet incident. Donc, si je retourne côté utilisateur, là, mon article a été résolu. Si j'actualise un petit peu, parce que ça s'est passé il y a quelques secondes. Donc là, j'ai bien l'information qu'un article de connaissance a été généré depuis mon incident, après la résolution. Et pareil, j'ai une petite notification pour le propriétaire, la personne qui a géré l'incident, pour lui dire un article a été créé, est-ce que tu pourrais le relire pour savoir s'il est cohérent ou pas. Donc sur l'article, je retrouve des mots-clés, une description et le contenu où on peut voir qu'on s'est beaucoup inspiré de la première fonctionnalité, donc en termes de structure, pour rester cohérent et ne pas partir de zéro. Donc là, ça permet à l'agent qui traite le ticket de lui économiser le temps de rédaction, la première rédaction de son article de base de connaissances. C'est ça, au lieu que la personne elle-même a créé l'article de zéro, on lui automatise le processus ou au moins on lui fait une trame d'article de connaissances. Et derrière, on a toujours les liens entre incident et article de connaissances pour refaire le lien, savoir à partir de quoi on a créé l'article de connaissances et savoir savoir l'origine en fait de cet article de connaissances. Pour que quelqu'un, même qui n'a pas travaillé complètement sur l'incident, puisse refaire les liens et relire, savoir si c'est cohérent ou pas. Si on passe maintenant au côté plutôt utilisateur, donc là, une personne qui n'a pas travaillé sur l'incident, donc qui ne sait pas quelle est la résolution, un nouvel incident est ouvert par le client et là, il doit répondre à la problématique. Donc, il va venir demander à Copilot comment résoudre ce problème. Donc là, on a juste repris la description qui était la problématique du client. On demande à Copilot d'y répondre. Et en fait, derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'il va utiliser les articles de connaissances qu'on a générés. Il va nous donner le lien et nous donner une trame de résolution pour l'incident. Donc, je retrouve toutes les informations côté Copilot, sans avoir à aller chercher dans ma base de connaissances, savoir qu'est-ce qui est pertinent ou pas. Et derrière, Copilot peut aussi nous reformuler la réponse si j'ai besoin. Sans avoir à trouver soit le bon endroit où il est rangé ou utiliser les bons mots-clés. Ça, finalement, on va le demander à Copilot. C'est ça, exactement. Et derrière, je vais gagner en productivité parce que je n'aurai pas besoin de chercher la connaissance. Copilot va s'en charger pour moi. Et surtout, derrière, je vais pouvoir rédiger des réponses avec Copilot à partir de ces étapes de résolution. Je vais pouvoir prendre la première étape, dire demande, si c'est une étape de qualification, demande au client telle ou telle information. C'est Copilot qui va m'aider et me guider pour résoudre mes incidents. Ok, très clair. Merci. Merci Pauline. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan du projet? Oui. Du coup, ce qu'on en retient, nous, de ce projet, donc, c'est que déjà, on est beaucoup parti sur des fonctionnalités standards de MS, sur Copilot en standard. On a beaucoup analysé, on a fait une veille aussi des nouvelles fonctionnalités pour être sûr qu'on ne part pas juste sur de la technologie, qu'on ne développe pas un produit qui n'existe pas déjà côté Microsoft, qu'on ne parte pas de zéro. Et l'autre point très important aussi, c'est qu'on a priorisé tout ce qui était processus et méthode. Avant de se dire on va faire tel développement, on s'est demandé est-ce que ce qui existe déjà convenait ou pas au client, qu'est-ce qui convenait pas, et comment on peut venir mettre en place de la méthode, venir mettre en place une nouvelle fonctionnalité pour répondre aux problématiques clients. Et derrière, comme vous avez pu voir, on a construit une invite à iBuilder
auquel on a donné toutes les informations nécessaires pour avoir un article de connaissance. Mais l'important, c'est de construire l'invite avec les métiers, parce que c'est eux qui savent où on trouve l'info et où sont les informations sur l'incident. Ouais, faut vraiment les impliquer dans la totalité du processus. C'est ce qui est vraiment important. Okay. Moi, ça me permet de prendre un peu de faire un peu une montée en généralité de ce projet pour rappeler finalement les bonnes pratiques sur des projets IA en entreprise. C'est vraiment de toujours partir du réel, du terrain, on peut dire parfois, d'être aussi dans cette logique de co-conception avec les utilisateurs, de sécuriser les travailleurs, parce que forcément, une personne à qui on demande d'utiliser une IA, si elle a le sentiment que en fait cette IA va prendre son job, bah, forcément elle va être un petit peu elle va pas être enjouée ou elle va pas être très motivée pour l'utiliser. Il faut vraiment sécuriser les travailleurs. C'est une aide qui va leur permettre de gagner en productivité. Et puis l'autre point, et c'est ce que tu as parfaitement fait, c'est de fournir une explicabilité située, c'est-à-dire pouvoir refaire le film, enfin pouvoir expliquer, donner les informations aux utilisateurs sur finalement comment l'IA va fonctionner, sur quoi elle va s'appuyer pour, là en l'occurrence ici, venir produire des articles de base de connaissances qu'elle utilise ensuite comme source pour produire elle-même des réponses. Voilà pour ce qu'on voulait échanger avec vous. Je crois qu'il y avait une question, on peut importer un doc pour que les gens fassent des articles. Alors là, on est plus dans une logique vraiment d'utiliser l'application Customer Service, et donc c'est l'utilisation de l'application Customer Service, donc la façon dont on a traité les tickets qui permet d'alimenter des bases de connaissances. Après, on peut imaginer beaucoup de choses et se dire, bah, on va pas partir des tickets, mais on va partir d'un port au travers de documents. C'est des choses tout à fait envisageables. Pour terminer, alors si vous voulez aller plus loin sur Customer Service, on a un autre webinaire dans 2 semaines qui va insister sur les nouveautés justement poussées par Microsoft sur cette solution de gestion de la relation client. On va également vous envoyer un petit quiz par email si vous voulez vérifier les connaissances que vous avez acquises, ouais, un doute, lors de cet échange. Donc, écoutez, prenez 5 minutes pour contrôler vos connaissances, savoir si notre expérience a fonctionné. Et puis juste pour terminer, pareil, si vous souhaitez être contacté, vous avez un petit bouton dans Webikeo qui vous permet de nous indiquer si vous souhaitez qu'on puisse échanger dans des contextes un peu plus discrets, tout simplement, pour aller plus loin sur vos problématiques spécifiques. Et puis juste, je prends les quelques dernières minutes. Donc, si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Et puis le temps que vous partagiez vos questions, je vais présenter brièvement qui nous sommes. On est parti directement sur le vif du sujet. Et donc, nous, Pauline et moi, on fait partie du groupe Dimood. Donc, Dimood, c'est à la fois un intégrateur et un éditeur de solutions pour les entreprises. Et là, on intervenait avec la casquette Isatech, qui est une filiale du groupe Dimood, donc spécialisée sur les solutions de gestion à base de technologie Microsoft. Donc, on existe depuis 40 ans. Et puis là, vous voyez nos implantations en France. Nos domaines de compétences, le cœur du métier, ça reste quand même ERP, donc sur les solutions Dynamics 365. Et autour de l'ERP, on va retrouver bien évidemment tous ces sujets de CRM, gestion de la relation client, de data, d'IA, de cybersécurité, de collaboratif, ainsi de suite. Et puis, on est reconnu par Microsoft sur quatre domaines. Donc, le domaine des applications métiers, le domaine donc, du collaboratif. Chez Microsoft, ça s'appelle Modern Work. Donc, c'est le collaboratif, les outils de collaboration au quotidien, la sécurité, et puis le petit nouveau, c'est Copilot sur l'intelligence artificielle. Il n'y avait pas d'autres questions. Et ben écoutez, il est 44 et on termine pile poil on time. Donc merci beaucoup pour la participation. On espère que ce webinaire aura été utile. Et puis écoutez, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.